Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais, comme précédemment, où je vous ai présenté les films que j'adorais, je vais maintenant, j'arrive plus à parler. Je vais maintenant vous présenter mes séries télé préférées, que ce soit des séries d'animation ou en live action. Je peux dire ça comme ça, mais techniquement, je crois qu'il n'y a qu'une seule série d'animation. Euh, voilà, je vais vous les présenter. Je vais faire comme j'ai fait pour les films en solo, parce que je trouve ça plutôt sympa comme façon de faire. Et puis en même temps, ça permet d'avoir un résumé beaucoup plus clair que quand moi je l'ai fait sur l'œuvre. Donc voilà, je vais faire comme ça. Il y a 22 séries. En vrai, il y en a un petit peu plus, parce qu'il y en a 3 que j'ai compilées en une seule, parce que c'est globalement le même univers. Donc voilà. On commence donc avec une web série française qui se nomme Le Visiteur du Futur. Alors j'ai toujours pas vu le film, faudrait que je le regarde. Et du coup, le synopsis de la web série, c'est Raph, un jeune homme paisible et sans histoire, jusqu'à un jour de 2009 où, alors qu'il flâne avec ses deux amis Tim et Léo, un étrange personnage ensanglanté apparaît comme par magie devant lui grâce à une machine qu'il porte en bracelet. Prétendant venir du futur, celui-ci le met en garde à de multiples reprises sur les conséquences désastreuses que peuvent avoir ses gestes, surtout les plus anodins, dans un futur lointain. Après de multiples intrusions du visiteur dans sa vie, Raph subit des interventions de deux étranges personnages qui se nomment comme étant la brigade temporelle. Ainsi, il fait la connaissance de Mathéo, un agent qui capture le visiteur, et de Judith, sa supérieure. Leur but, découvrir les objectifs de ce mystérieux visiteur qui pourtant à première vue semble agir sans le moindre discernement. Alors ça, j'ai l'impression que c'est clairement plus le résumé de la saison 1. Du coup, je vais vite fait vous faire ceux des autres parce qu'ils sont assez courts, donc autant en profiter. Pour la saison 2, du coup, après avoir vu que le monde visiteur n'était plus que ruine et destruction, Raph accepte d'aider pleinement ce dernier dans ses activités en sacrifiant son temps libre et ses sentiments, mais entre une vie amoureuse qui s'avère plus que compliquée et la famille Lombardi, décidé à arrêter le visiteur de façon définitive, la tâche s'avère ardue. Pour la saison 3, le résumé c'est: le visiteur voit apparaître une agence concurrente, les missionnaires, mieux équipés, organisés et plus doués pour prévenir des catastrophes du futur. Ses alliés l'abandonnent un à un et le visiteur soupçonne un complot de grande envergure quand il découvre à tête de l'organisation Joseph, un vieil ennemi plus menaçant que jamais. Et la saison 4 qui est peut-être ma saison préférée, ou du moins une de mes préférées, Néo Versailles. Après un accident expérimental, Raph et Stella se retrouvent coincés en 2550 auprès du visiteur. Ce dernier a tout quitté car il a peur que d'autres gens meurent à cause de lui, mais quand le visiteur, Raph et leurs amis sont capturés sur l'ordre de l'extravagante reine Clotilde IV, que j'ai eu l'occasion de croiser à Avignon, ils vont devoir sauver leur vie tout en évitant ceux qui complotent dans l'ombre pour faire tomber la reine. Bref, une web série française qui est vraiment géniale, je vous conseille de la regarder. J'ai un peu de mal
un recul avec la première saison qui est plus un cumul de mini-sketch épisode par épisode et qui ensuite devient réellement une vraie histoire. Mais le problème va également se percuter sur la série dont on va parler juste après. Et oui, parce que on va attaquer avec une autre web série qui s'appelle Le Noob, qui est pour moi clairement la meilleure web série que j'ai vue dans ma vie. Et dont le synopsis, alors qui va sûrement se baser surtout sur la saison 1, comme habituellement, sur des trucs comme ça, qui nous dit Horizon 1.0 est un MMORPG, c'est-à-dire un jeu vidéo en ligne dans lequel des millions de joueurs arpentent le monde virtuel d'Olydri et vivent des aventures épiques sans bouger de leur fauteuil. Parmi eux, Arthéon, le guerrier, chef de la désastreuse guilde Noob, doit redoubler d'imagination pour mener ses compagnons d'infortune jusqu'au très convoité niveau 100. Dans son calvaire, il est accompagné par Gaïa l'invocatrice, manipulatrice et vénale, Omégazel l'assassin macho et égocentrique, sans oublier le pire de tous, Paradra, le prêtre naïf et innocent. Dans ce jeu basé sur la cohabitation entre joueurs, ils devront se supporter pour accomplir de nombreuses quêtes, explorer des donjons, parcourir des régions et affronter de terribles monstres pour augmenter leur niveau et remplir leurs inventaires, une affaire bien mal embarquée. Et en vrai, je trouve que le synopsis n'est pas trop mal, c'est vrai que ça se base surtout sur la saison 1, mais en vrai, ce qu'il raconte se propage plus ou moins avec le temps, et même quand ils atteignent le niveau 100, ils sont toujours aussi peu doués pour la cohabitation entre joueurs. Bref, c'est une excellente série, moi que j'adore énormément suivre, puisqu'elle n'est toujours pas terminée. J'ai hâte du jeu vidéo qu'ils vont faire, bref, c'est un univers que j'aime beaucoup. En plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer une partie du casting, notamment Omégazel, Fantôme, qui est aussi le réalisateur. J'ai rencontré Gaïa aussi, j'ai rencontré Timan. Ash, le farmer chinois, voilà, pour ceux qui connaissent les personnages, voilà, vous voyez un peu qui j'ai rencontré. Je vous mettrai peut-être une ou deux photos et tout, parce que franchement, ils sont super cool. La prochaine série est peut-être une des rares choses que Netflix a fait de bien. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même 2-3 trucs de bien qu'ils ont fait. C'est Love, Death and Robot, qui est vraiment génial. Donc c'est plus une sorte de. Voilà, alors, bon, de toute façon, le synopsis le dit clairement ce que j'allais dire, hein, mais créature terrifiante, méchante surprise et comédie noire convergent dans cette anthologie d'animation pour adultes présentée par Tim Miller et David Fincher. Donc ce que je voulais dire, c'était la partie anthologie, dans le sens où c'est des épisodes à part, voilà, qui donnent des petites histoires comme ils disent, souvent avec des créatures, pas forcément tout le temps des créatures, mais souvent des histoires en soi qui terminent mal. Toujours des histoires très sombres. Comme je vois, apparemment Netflix a annoncé une 4e saison au mois d'août, donc j'ai hâte de voir ça parce que il y a des épisodes des fois où j'ai du mal, et il y a des épisodes que je trouve vraiment excellentes. Celle avec les 3 robots et les chats, je trouve ça trop cool. La vidéo, enfin l'épisode avec oh, putain, en plus je vois les personnages, mais voilà les pirates où ils ont une sorte de crabe géant là dans la cale et tout, il est génial. L'épisode un peu en mode G.I. Joe, il est vraiment très bien. L'épisode de la sirène, franchement, je le trouve plutôt cool. Il y en a beaucoup qui sont pas fans, mais moi je le trouve plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien comme épisode? Celui des monstres. Alors, t'en as, ils peuvent contrôler des monstres pour faire des sortes de combats. Celui-là, il est trop bien. T'as celui d'une fille qui voit un meurtre. Et du coup, il va se faire poursuivre. Et qui, en fait, ils sont coincés dans une boucle temporelle et tout. Il est trop bien. Celui sur Hitler qui meurt de plein de façons différentes. Il est trop drôle aussi. Enfin, bref. Il y a plein d'épisodes qui sont bien, il y en a qui, voilà, perso, je suis pas fan, mais vraiment, Love, Death and Robot, c'est excellent. En termes d'anthologie, c'est ce que je préfère. Après, j'ai pas encore vu Black Mirror, donc je peux pas parler. Il y a Blood Ride qui est très bien aussi, mais pour moi, il y a aussi un truc sur Disney aussi, mais on sent que c'est plus de l'horreur pour enfants, enfin, de l'épouvante pour enfants, enfin pour ados. Donc pour moi, Love, Death and Robot, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans tout ça. Ensuite, je vais vous faire le synopsis de la seule série policière que j'aime bien, qui est NCIS Investigation, enfin enquête spéciale.
Le synopsis, c'est le NCIS est une agence fédérale américaine rattachée au corps armé de la Navy et des Marines, dont les membres sont des civils. Cette agence est chargée de faire respecter la loi en leur sein, d'enquêter, indépendamment de la hiérarchie militaire, je vais dire limitaire, ça n'a aucun sens, la hiérarchie militaire, et de résoudre des crimes en relation avec les forces navales américaines à partir de leur base d'opération à Washington, d'effectuer du contre-espionnage, de la lutte antiterroriste ou anti-drogue aux frontières. Le NCIS est une agence peu connue, aussi bien auprès de la population américaine réelle que dans la série. Voilà, parce que oui, le NCIS de mémoire existe vraiment. Et du coup, la série, moi je la trouve très bien. Il y a un ton sérieux, un ton humoristique. Et honnêtement, j'ai grandi avec cette série policière-là, donc c'est la seule que j'arrive à vraiment apprécier. On va faire un petit détour vite fait par Disney pour une des sitcoms qu'ils ont fait que moi j'ai beaucoup aimé, notamment parce que l'actrice principale joue 2 à 3 personnages en fonction d'un épisode spécial et du coup qui joue tellement à la perfection ces 2 personnages que, que je l'adore. Bref. Je vous annonce le synopsis. Donc, Liv Rooney, jouée par Dove Cameron, rentre chez elle à Stevens Point, dans le Wisconsin, après avoir vécu 4 ans à Hollywood dans le cadre du tournage d'un film, Le Skateboard à paillettes, et d'une populaire émission de télé, Sing It Loud, qui vient de s'achever. Elle est accueillie à bras ouverts par ses parents, ses 2 frères et sa sœur jumelle Maddie, donc jouée également par elle-même, sauf forcément... En gros, pendant les tournages, Dove Cameron jouait par exemple Liv, du coup, une autre personne jouait Maddie, et ensuite il refaisait la scène où personne jouait Liv, et du coup, Dove Cameron jouait Maddie. Enfin bref, ça devait être un travail de fou à faire le montage de cette série. Quand Liv était partie, elle avait espéré continuer leur relation, mais elle se rend vite compte qu'elles ont grandi et évolué différemment. Liv en effet est devenue très féminine et adore quand quelqu'un mentionne son ancienne carrière, alors que Maddie est devenu un garçon manqué, perfectionnant ses talents au basketball. Elles ont 2 petits frères, Joey, l'adolescent maladroit typique, et Parker, un enfant confiant et intelligent. Leur mère, Karen, qui est aussi la psychologue puis proviseur adjointe du lycée, et leur père, Pete, l'entraîneur du basketball de Maddie, sont tous 2 soucieux de prendre soin de tous leurs enfants. Bref, c'est une petite sitcom à la Disney qui est très sympa. Il y en a d'autres qui sont bien, hein, comme une sortie de Waverly Place, ou Jessie, ou ces choses-là. Mais j'avoue que Liv et Maddie est celle que j'ai préférée parce que la performance de Dove Cameron de rendre aussi vivant les 2 jumelles, je trouve ça incroyable. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Et puis voilà, Dove Cameron est devenue une de mes actrices préférées. Et en plus, j'ai oublié d'en parler d'elle, mais c'est également une chanteuse. Dans la vidéo des chanteuses que j'aime bien aujourd'hui, c'est vrai que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que ces chansons sont très cool, la Dove Cameron. Donc on va rester dans l'humour avec Futurama, la seule série réelle d'animation de la vidéo, puisque bon, Love, Death and Robots, c'est une série aussi, mais avec que des épisodes indépendants, avec de l'animation différente à chaque fois, alors que là, du coup, Futurama reste une série voilà, normale qui se suit. Du coup, le synopsis, Philip G. Fry, dit Fry, jeune livreur malchanceux de pizza à New York, est accidentellement cryogénisé le 1er janvier 2000, juste après minuit. Il se réveille environ 1000 ans plus tard, le 31 décembre 2999, et New York est devenu New York, et bien des choses ont changé. Au centre de cryogénie, Turunga Lila, et extraterrestre Cyclope lui attribue le métier de livreur, mais lorsque celle-ci veut lui poser l'implant correspondant à ce métier qu'il ne veut pas refaire, Fry s'enfuit. Il rencontre Bender Torder Rodriguez, un robot tordeur, dans une cabine à suicide que Fry confond avec une cabine téléphonique. Après quelques péripéties, le professeur Hubert Farnsworth, un arrière-petit-neveu très éloigné de Fry, embauche ce dernier ainsi que Leela et Bender pour travailler dans la société de livraison interstellaire Planet Express. Ils rencontrent alors leur nouveau collègue, le bureaucrate Hermès Conrad, jamaïcain, ex-champion olympique de limbo, la stagiaire venue de Mars Amy Young et l'incompétent docteur John Zoidberg, une sorte de homard s'autoproclamant médecin spécialiste de l'humain. Bref, une série d'animations humoristiques pour adultes qui est absolument géniale.
On continue dans le délire sitcom avec Friends, l'une des plus importantes sitcoms qui existent, dont le synopsis est celui-ci. Monica Geller, une jeune cuisinière d'environ 25 ans, vit dans un appartement situé à Manhattan, dans Greenwich Village. Un jour, son amie d'enfance Rachel Green, qu'elle n'avait plus vue depuis des années, lui rend visite après avoir quitté son fiancé à l'hôtel le jour de leur mariage. Rachel devient alors la nouvelle colocataire de Monica et s'intègre sans problème à son groupe d'amis composé de Phoebe Buffay, l'ancienne colocataire de Monica, Ross Geller, le frère de Monica qui est secrètement amoureux de Rachel depuis le lycée, Chandler Bing qui est le meilleur ami de Ross depuis l'université et Joey Tribbiani, le colocataire actuel de Chandler. Ces deux derniers vivent dans l'appartement juste en face de celui de Monica sur le même palier. La série raconte la vie quotidienne de ces 6 amis ainsi que l'évolution de leur vie professionnelle et affective pendant 10 ans. Donc voilà, sitcom que moi j'aime beaucoup, qui fait partie de mes 3 sitcoms préférés, dont les 3, forcément je vais en parler dans la vidéo. Et notamment la prochaine sitcom, et qui fait partie de mon top 3 aussi, est le grand rival pour les fans de Friends. Les gens passent leur temps à les comparer alors que ça n'a strictement rien à voir. Du coup, le synopsis de How I Met Your Mother, en 2030, Ted Mosby raconte à ses 2 enfants comment il a rencontré leur mère. Il se remémore ses jeunes années, notamment dès 2005, où il apprend que son meilleur ami Marshall Eriksen va demander à Lily Adrine de l'épouser. Ted se demande quand il rencontrera sa future épouse, c'est alors qu'il rencontre Robin Scherbatsky lors de sa dernière sortie au bar où il a l'habitude d'aller, le McLaren's Pub, où l'un de ses amis, Barney Stinson, l'aide à faire des rencontres. Et c'est ainsi que commence l'incroyable et très longue histoire de Ted jusqu'à sa rencontre avec la fameuse mère de ses enfants. Et pareil, c'est une sitcom qui est incroyable, notamment pour sa façon de raconter les choses, puisque du coup on n'est pas dans une histoire linéaire, mais avec une personne qui raconte des anecdotes sur son passé, et franchement je trouve ça génial. On passe maintenant à Pushing Daisies, dont voici le synopsis. Ned est un pâtissier qui a un don exceptionnel. Il peut ramener à la vie tout être vivant, qu'il s'agit d'un animal, d'une plante ou d'un humain, simplement en le touchant. Mais si Ned le touche une seconde fois, la vie s'envole de nouveau et pour toujours. Il y a également d'autres règles, je sais pas si ça va être mis, mais ouais. Cependant, l'équilibre naturel entre vie et mort doit être respecté. Si le revenant est encore en vie passé 1 minute, un autre être doit mourir à sa place, la règle étant que la mort reprend une vie équivalente à celle que Ned vient de récupérer, ainsi un être humain pour un être humain, un écureuil pour un oiseau, une fraise pour une pêche, bon ça c'est des exemples qu'on voit dans la série. Une conséquence de ce retour à la vie est que le revenant ne vieillit plus, ou du moins plus lentement que la normale. Emerson Code, un détective privé, s'est retrouvé par hasard témoin du don de Ned et ils sont depuis devenus partenaires. Ned ramène à la vie des personnes assassinées pour leur demander qui les a tuées, puis avant qu'une minute ne soit écoulée, Ned les replonge dans la mort. Une fois l'identité du criminel connue, Ned et Emerson peuvent empocher la récompense. Un jour, une affaire d'Emerson concerne Charlotte Chuck Charles, le premier amour de Ned qui a été assassiné. Après l'avoir ramené à la vie, Ned ne peut se résoudre à la toucher à nouveau et la laisse demeurer en vie. Il se condamne par là même à aimer Charlotte à distance, une obligation bien difficile à porter. Puisqu'effectivement, s'il la retouche, il la renvoie dans le monde des morts. Bref, c'est une série très touchante, un mélange de comédie, de côté un peu policier avec le côté où ils enquêtent sur des morts, avec une façon bien à eux. Et franchement, la série est vraiment sympa. Et je conseille de la regarder pour ceux qui l'ont pas vu, parce que Lee Pace est absolument incroyable dans cette série. On va parler ensuite de la seule série de super-héros qui apparaît ici, donc qui est Daredevil. Du coup, le synopsis: aveugle depuis ses 9 ans à la suite d'un accident, Matt Murdock bénéficie d'une acuité extraordinaire de ses autres sens. Avocat le jour, il devient le super-héros Daredevil lorsque la nuit tombe afin de lutter contre l'injustice à New York, plus particulièrement de quartier de Hell's Kitchen, corrompu par la criminalité depuis sa reconstruction après l'attaque des Shi'Tori lors des événements du film Avengers. Donc ça c'est plutôt le synopsis de la saison 1, bien qu'ensuite il y aura tout le passage avec la main et Elektra, puis la sorte de libération de Wilson Fisk de prison et l'affrontement avec Bullseye. En tout cas, la série est clairement l'une des meilleures séries de super-héros. Moi, en tout cas, c'est ma série de super-héros préférée. On sait que Disney va faire une suite, enfin du moins un remake.
c'est pas trop une sorte de remake suite de Daredevil, ça fait un peu peur. J'ai hâte de voir quand même parce que bon, ils ont déjà gardé Charlie Cox, j'espère qu'ils vont garder le reste du casting principal parce qu'ils étaient excellents chacun dans leur rôle et franchement Daredevil c'est vraiment une pépite. Donc je vais maintenant vous parler d'une série qui a bercé mon enfance, plus début d'adolescence, qui est Legend of the Seeker, l'épée de vérité. Donc il y a deux petits résumés, un pour la saison 1, un pour la saison 2, donc je vais me permettre de faire les deux comme ils sont assez courts. Pour la saison 1, Richard Seifer est un jeune garde forestier. Sa vie bascule le jour où il vient en aide à une inconnue poursuivie par des soldats. Richard finit par apprendre par un de ses proches qu'il est le Sourcier, un homme promis à une grande destinée car une prophétie prédit qu'il sera celui qui abattra le tyran d'Arkenral, qui terrorise les habitants des contrées du milieu. Durant sa quête, ils sont accompagnés par une femme au pouvoir dangereux, inquisitrice Kalan Amnel, un vieillard puissant, le sorcier Zedicus Zul Zorander. Il doit impérativement mettre la main sur les 3 boîtes d'Orden, capables de changer le monde avant que Darkenral ne s'en empare. Et dans la saison 2, après le décès de son demi-frère, Richard et ses amis doivent faire face à un nouvel ennemi redoutable qui a émergé des profondeurs de la Terre. Ces sinistres agents ressuscités envahissent peu à peu le monde des vivants de façon inquiétante. Les inquisitrices qui peuvent convertir les gens en leur faveur sont proches de l'extinction. Et du coup, c'est une série que j'aime énormément, qui est très cool. Du coup, c'est une série australienne avec des acteurs et des actrices qui sont vraiment très cool, qu'on connaît assez peu pour la plupart, même si à un moment on a un caméo de Gimli dans la série, on a un caméo de Philly également, voilà, des petits caméos de gens du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, ce qui est très cool. Mais la série, il y a même, comment il s'appelle, le nain avec la hache dans la tête aussi, qui apparaît vite fait en caméo dans un épisode, bref. Euh, c'est une bonne série et ce qui est bien c'est que on a une suite en même temps on avance chaque épisode et une nouvelle histoire, je veux dire, genre dans un épisode il arrive dans un village, il va se passer un truc, l'épisode d'après il va être ailleurs, il se passe autre chose et petit à petit tout en faisant avancer l'intrigue principale et franchement j'aime beaucoup cette façon de raconter des histoires. Ensuite on a ma série on va dire d'horreur préférée avec pareil je vais vous faire le résumé de chacune des saisons parce qu'elles sont pas très longues et que voilà, Scream c'est juste génial. Du coup, pour la saison 1, un soir dans une petite ville américaine de Lakewood, la jeune Nina Patterson, auteure de la vidéo qui visait à humilier ses collègues de classe Audrey Jensen et Rachel Murray parce qu'elles sont lesbiennes, est brutalement égorgée à son domicile. Son petit ami Tyler O'Neill est également tué, mais le tueur ayant caché le corps, beaucoup le suspectent d'être l'auteur de ce meurtre sordide. L'une des amies de Nina, Emma Duval, commence à recevoir des messages et appels du tueur qui s'amuse à la torturer psychologiquement. Il semblerait que le passé d'Emma, notamment celui de sa mère, pousse ce dernier à agir de la sorte. Une vague de crimes commence à secouer la bourgade et Emma va devoir déterrer de vieux secrets. Pour la saison 2, après avoir tué le tueur de Lakewood, Emma et ses amis pensent pouvoir reprendre le cours de leur vie. Mais le calme n'est que de courte durée car le tueur avait un complice et ce dernier démarre une nouvelle série de meurtres pour le venger. Il s'amuse à torturer non seulement Emma mais aussi ses amis. Emma, aidée de tous ses amis, vont devoir se montrer plus solidaires que jamais pour démasquer et neutraliser le nouveau tueur qui se cache parmi eux. Il y a également un épisode spécial un peu plus long qui existe, dont le résumé est très court, et c'est ça. Emma et ses amis se rendent sur une île d'apparence calme, une série de meurtres liés au passé de l'île commence, et Emma va devoir affronter cette ultime menace pour sauver sa famille. Bon, sa famille qui est plutôt ses amis. Et ensuite on a la saison 3, donc, qui avec de nouveaux personnages, et notamment on reprend le masque de base, parce que dans la saison 1 et 2, on avait un nouveau masque avec une histoire hyper intéressante autour du masque. Mais le synopsis de la saison 3, c'est ça. Un soir d'Halloween, Deion Elliott assiste au meurtre de son frère tué par un homme armé d'un crochet à la suite d'une blague ayant mal tourné. Plusieurs années plus tard, Deion est maintenant le meilleur joueur de football américain de son lycée. Un jour, il se retrouve en col avec plusieurs élèves, Liv, l'ex-petite amie d'un coéquipier, Kim, la rebelle du lycée, Manny, le meilleur ami de Kim, Amir, un jeune homme brillant aux parents particulièrement stricts, et Bess, une gothique aux fascinations plutôt morbides. Il commence alors à recevoir des menaces en rapport avec le meurtre de son frère. En effet, un tueur semble avoir pris pour cible le jeune homme et ses camarades de colle. Le groupe va devoir survivre aux attaques de ce psychopathe tout en essayant de découvrir son identité.
Deux choses qui font que j'adore cette série Scream, même si la 3 n'est que en VOSTFR. Déjà, c'est le fait d'avoir un homme pour cible. Parce que dans quasiment tous les slashers, je dis quasiment tous, peut-être il y a des exceptions, mais moi je passe mon temps à regarder des slashers quand je regarde des films d'horreur, et à chaque fois ce sont des femmes les cibles, et là je trouve ça bien que pour une fois la cible principale soit un homme. Et en ce qui concerne la saison 1 et 2, c'est qu'on a un tueur impitoyable qui va beaucoup travailler sur la psychologie, comme le dit le résumé de la saison 1 et 2. Et en plus de ça, le tueur, c'est pas un rigolo comme dans les films Scream où il se casse la gueule toutes les 2 secondes, tu lui fais une petite bousculade, le mec il fait une chute de 3 mètres, enfin bref. Là, le tueur, il est vraiment violent, voilà, quand il veut faire quelque chose, il y va, il tue, et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de... euh, il n'y a pas de roulade par terre, il n'y a pas de oh putain, je me suis pris un coup de pied, je suis KO pendant 5 minutes, le temps que l'autre ait le temps de se relever. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ça m'empêche pas d'adorer les films Scream, mais moi j'ai une préférence pour cette série parce qu'elle est beaucoup plus violente, que ce soit visuellement et psychologiquement, poussant parfois certains personnages à être l'auteur de la mort de leurs proches sans qu'eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils s'apprêtent à faire. Et je trouve ça absolument génial. Puis voilà, j'ai une petite préférence pour Emma par rapport à Sidney Prescott. Mais ça, voilà, c'est quand même mon avis personnel. On passe donc maintenant à une série coréenne qui s'appelle My Name, qui est géniale, dont le résumé est celui-ci. À la recherche du meurtrier de son père, Yoon Jae-woo, une jeune femme motivée par la vengeance intègre le puissant gang des Doncheon en faisant équipe avec le chef qui va lui permettre de s'infiltrer au sein de la police pour en savoir plus sur la mort de son père. Elle est ainsi affectée à la brigade des stupes, où elle doit faire équipe avec son nouveau coéquipier, l'inspecteur John Pildo. Et franchement, la série est géniale. C'est un mélange d'enquête et de scènes de baston, dont en plus le casting a appris les arts martiaux avant de faire le tournage et tout. Et c'est vraiment trop cool. Franchement, j'aime beaucoup cette série et je la conseille à beaucoup de personnes. Allez la voir, elle est sur Netflix. Ensuite, on a une très bonne série qui est L'Aliéniste, dont là le résumé va sûrement plus toucher la saison 1. À New York, à la fin du 19e siècle, un spécialiste des maladies mentales, le docteur Laszlo Kressler, tente avec l'aide d'un illustrateur appelé John Moore et d'une jeune femme travaillant dans la police, Sarah Ward, de stopper un tueur en série qui assassine des personnes vivant dans la rue. Donc ça, c'est plutôt le speech de la saison 1, là où le speech de la saison 2 reprend un peu le même délire, sauf que cette fois, c'est avec une personne qui tue des bébés. Voilà. En tout cas, c'est une série qui est très sombre, dans ses propos et tout, qui peut me mettre un peu mal à l'aise parfois, mais en tout cas moi que je trouve excellente. Puis le casting, genre Dakota Fanning, Daniel Brühl et Luke Evans, franchement c'est un casting de fou. Moi j'adore cette série et j'espère qu'une saison 3 sera annoncée. Ensuite on passe à une série très très connue, qui est Prison Break, qui est une de mes séries préférées, dont le synopsis que voici. Lincoln Burrows, un petit truand, est accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Condamné à mort, il est incarcéré dans le pénitencier d'État de Fox River, dans l'attente de son exécution. Son frère Michael Scofield, un ingénieur surdoué convaincu de son innocence, va l'aider à s'évader avant la date fatidique. Pour cela, Michael se fait tatouer les plans de la prison sur le torse, les bras et le dos, et puis il commet un braquage afin d'y être incarcéré à son tour. Une fois emprisonné à Fox River, Michael va chercher à s'évader en compagnie de son frère à l'aide des plans qu'il s'est fait tatouer sur le corps. Après leur évasion, Michael et Lincoln seront recherchés non seulement par la police, mais aussi par les agents du cartel, une organisation secrète à l'origine de la conspiration qui a conduit Lincoln dans le couloir de la mort. Leur cavale les conduit au Panama où Michael est arrêté par la police locale et incarcéré dans le pénitencier de Sona, dans lequel les détenus sont livrés à eux-mêmes depuis qu'une émeute a éclaté. Plus tard, il est incarcéré à la prison d'Ogidja au Yémen, alors que la guerre civile fait rage dans les alentours. Dans les deux cas, Lincoln, resté à l'extérieur, va aider Michael à s'évader avec le soutien de plusieurs de leurs amis ou alliés de circonstances précédemment rencontrés à Fox River ou durant leur cavale. Bref, c'est une série, moi, que j'aime énormément, certes, qui a un peu perdu en qualité avec le temps, mais qui, pour moi, fait toujours autant de bien d'y retourner, parce que voilà, c'est une série qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, et que voilà, j'aime beaucoup replonger dedans.
On va maintenant passer à une saga de séries, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais en gros c'est 3 séries qui font partie de la même histoire. D'abord Vampire Diaries, dont le synopsis est Elena Gilbert, qui est une adolescente de 17 ans, demeurant dans la mystérieuse ville de Mystic Falls en Virginie. Elle et son frère Jeremy, 15 ans, vivent avec leur tante Jenna Summers depuis la mort de leurs parents décédés dans un accident de voiture, 4 mois auparavant. Elena trouve un réconfort dans son journal intime avec ses 2 meilleures amies, Bonnie Bennett et Caroline Forbes. Lors de la rentrée scolaire, elle croise Stéphane Salvatore, un nouvel arrivant mystérieux dont elle tombe immédiatement sous le charme avant de rencontrer son frère aîné diabolique mais sexy, Damon Salvatore. Elle ne tarde pas à découvrir leurs secrets, ce sont des vampires, et cette rencontre va complètement changer sa vie ainsi que celle de ses amis. Et vraiment, c'est une série que moi j'adore. Vampire Diaries, bon, même s'il y a certaines saisons qui sont vraiment moins bonnes que les autres, c'est reste une série que moi j'aime beaucoup et que je prends plaisir à regarder de temps en temps. Ensuite, on a eu le spin-off The Originals, dont voici le résumé. Niklaus Michelson retourne à la Nouvelle-Orléans pour détrôner l'un de ses anciens protégés, Marcel, qui a régné sur la ville en son absence. Klaus est également surpris de voir que Marcel est toujours en vie, alors qu'il le pensait mort lors de l'incendie de 1919 qui a brûlé la ville entière. A son retour, Klaus s'aperçoit que beaucoup de choses ont changé, les sorcières n'ont plus le droit de pratiquer la magie, les loups-garous étaient exclus de la ville et les vampires règnent à présent en maître. Il apprend également qu'un enfant a été conçu à la suite d'une aventure qu'il a eue avec Hayley Marshall, une loup-garou qu'il a rencontrée dans Vampire Diaries. Donc pareil, série que j'aime beaucoup, avec comme Vampire Diaries, certaines saisons qui sont moins bonnes, mais un final qui est excellent et hyper émouvant, franchement, je surkiffe. Et ensuite, on a un autre spin-off, donc le spin-off du spin-off, qui est Legacies, dont le résumé que voici. L'histoire se déroule au sein de l'école privée réservée aux jeunes créatures surnaturelles, la Salvatore Boarding School for the Young and the Gift à Mystic Falls, créée par Alaric Salzman et Caroline Forbes, 2 ans après les événements passés dans la saison 5 de The Originals. Leur quiétude est troublée lorsque Raphael White, qui vient de découvrir sa nature de loup-garou, est recueilli avec son meilleur ami London Kirby. L'arrivée du jeune humain n'est pas bien perçue, d'autant qu'elle coïncide avec la présence soudaine de créatures attirées par un mystérieux poignard. Les pensionnaires qui jusque-là s'en tenaient à la maîtrise de leur pouvoir vont devoir apprendre à se battre pour survivre face à des ennemis de plus en plus nombreux. Et ce qui est génial avec les Legacies, alors moi j'ai vu que la saison 1 et la 2. Et ce qui est génial dans la saison 1, c'est qu'on a un peu ce côté Primeval, dont je vais parler un peu plus tard. Le côté aussi avec Legend of the Seeker, où dans chaque épisode tu as un nouvel ennemi ou quoi que ce soit. Là c'est un peu pareil. Dans chaque épisode tu rencontres une nouvelle créature qu'ils vont devoir affronter et tout. Et je trouve ça trop bien. Et en plus les acteurs et actrices principaux sont super cool. Surtout celle qui joue Lizzie Salzman. Elle est incroyable. Franchement elle joue super bien son rôle. On va passer maintenant à une série télé dont mon actrice préférée est en tête d'affiche. Du coup, c'est The Great. The Great est une série satirique et comique autour de l'ascension au pouvoir de l'impératrice Catherine II de Russie. Il s'agit d'une version romancée de la vie de l'impératrice. La série s'attarde notamment sur sa jeunesse et son mariage avec l'empereur Pierre III fusionné avec Pierre II, ainsi que sur le complot visant à tuer son mari dépeint comme un homme dépravé et dangereux. Et franchement, je vous conseille de regarder cette série. Alors il y a un petit côté, j'aime bien parce qu'il y a un petit côté historique, et en même temps, comme il dit, c'est très romancé, c'est pas réellement comme ça que les choses se sont passées. Et du coup, il y a, dans le côté comique, il y a un aspect un peu sitcom dans la série, et franchement, je trouve ça trop bien. Et en plus, avec le casting principal, Elle Fanning et Nicholas Hoult, ça donne vraiment une bonne série. Ensuite, on a une série très très populaire qui est la série Vikings, dont le résumé que voici. Ragnar Lodbrok et son frère Rollo participent à une bataille contre les peuples Bat.
Après le massacre, Ragnar a des visions du dieu Odin et de ses Valkyries. De retour dans son village, Ragnar se rend en compagnie de son fils Bjorn à Kattegat pour assister au Ting, et afin que ce dernier subisse son rite de passage vers l'âge adulte. Restée à la ferme familiale, la femme de Ragnar, Lagertha, met ensuite 2 vagabonds qui tentent de la violer. À Kattegat, Ragnar convainc Rollo que les raids vers l'ouest sont plus prometteurs en termes de butin que les attaques traditionnelles contre les populations baltes. Il affirme qu'il est capable de trouver son cap en pleine mer grâce à un instrument qu'il s'est procuré auprès d'un voyageur, un compas de navigation. Il est cependant réprimandé et menacé par son chef de clan, le Jarl Haraldsson, qui ne croit pas à la présence des terres à l'ouest et souhaite poursuivre son raid vers l'est. Bjorn et Ragnar rendent visite à Flokin, charpentier de marine visionnaire qui, grâce au soutien financier de son ami Ragnar, a secrètement entrepris la construction d'un nouveau type de navire plus adapté à l'innovation en haute mer. Je ne dirai pas le mot parce que, étant ancien étudiant nordique, ce mot est une aberration, c'est un mot qui n'existe pas chez les Vikings, donc il faut arrêter avec ce mot qui commence par un D, parce que c'est un Français qui l'a inventé dans la littérature, et qui du coup, les Nordiques ne connaissent même pas, enfin maintenant ils doivent le connaître le mot, mais dans leur culture ce mot n'existe absolument pas. Les premiers tests en mer sont très prometteurs, tandis que Ragnar recrute des hommes. Son frère Rollo fait des avances importunes à Lagertha. Le navire étant fin prêt, Ragnar met le cap vers l'ouest, vers l'inconnu, tandis que Haraldsson, mis au courant par un traître, commence à tirer vengeance de ceux qui ont aidé Ragnar à monter son expédition. Série, là où on est plus basé sur le premier épisode de la saison 1 en termes de synopsis, mais qui est vraiment très bonne avec des raids, des enjeux politiques pour avoir le pouvoir. En plus, avec le temps, on suit les différentes générations, puisqu'on commence avec la génération de Ragnar, Rollo, Lagertha, et ensuite on finit avec les enfants de Ragnar et tout, où on va visiter la Russie, la Grande-Bretagne, la France, enfin... C'est vraiment une très bonne série, même si certaines saisons sont un peu moins bonnes que d'autres. On a ensuite la série The 100 que j'aime beaucoup, dont voici le synopsis. 97 ans après un holocauste nucléaire qui a décimé la population de la Terre, les seuls terriens survivants sont ceux qui se trouvent à ce moment-là dans 12 stations spatiales en orbite. Depuis, ces 12 stations spatiales ont été reliées entre elles et réorganisées afin de garder leurs habitants en vie. Cet assemblage de stations a été baptisé l'Arche et compte maintenant plus de 2400 habitants. 3 générations se sont ensuite succédées dans l'espace, mais les ressources s'épuisent et l'air respirable commence inexorablement à manquer. Des mesures draconiennes ont été prises, peine de mort pour tout crime ou délit commis par une personne majeure et limitation de la reproduction à un enfant par couple. De plus, les dirigeants de l'Arche font des choix impitoyables pour assurer leur futur, notamment exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Pour la première fois depuis près d'un siècle, des humains retournent sur la planète Terre. Parmi les 100 exilés, il y a Clark, la brillante adolescente, fille de l'officier médical en chef de l'Arche, Wells, le fils de chancelier, Finn, le bad boy de la bande, le duo Bellamy et Octavia, que la fraternité a toujours poussé à enfreindre les règles, ainsi que Jasper et Monty, meilleurs amis depuis leur enfance. Privés de communication avec la Terre, les dirigeants de l'Arche, la mère de Clark Abby, le chancelier Jar et son commandant second Kane doivent prendre des décisions difficiles au sujet de la vie, de la mort et de la survie de l'espèce humaine piégée dans l'Arche. Pour les 100 survivants, la Terre est une planète étrangère dont ils ignorent tout, un royaume mystérieux qui peut être magique un instant et mortel l'instant suivant. La survie de l'espèce humaine repose sur les 100. Ils doivent parvenir à transcender leurs différences afin de survivre. Leur mission est aussi de faire savoir aux occupants de l'Arche que la Terre n'est plus une planète délétère et inhospitalière qu'elle a été pendant plusieurs décennies. Donc c'est une très bonne saison qui pour moi est excellente jusqu'à la saison 4. Et après 5, 6, enfin, la 5 encore ça va, elle est plutôt bonne, mais 6 et 7, ça devient un peu moins bon. Mais ça reste quand même une très bonne série qui m'a plutôt pas mal marqué. On passe ensuite à une série de mon enfance, adolescence, qui est Nick Cutter et les Portes du Temps. C'est comme ça que c'est appelé en français, mais qui en Grande-Bretagne s'appelle Primeval.
Voilà, donc il y a un spin-off qui se passe au Canada qui est pas mal aussi, mais je trouve un peu moins bien que celle-ci. Voilà, dont le synopsis est: des créatures d'autres époques, futures et passées, apparaissent aux quatre coins de l'Angleterre. Entre plusieurs époques, des portes temporelles s'ouvrent d'un coup sans explication. Bon nombre d'animaux disparus depuis plusieurs millions d'années et non apparus aujourd'hui réapparaissent et sèment le trouble dans la ville. Le paléontologue Nick Cutter a pour mission de créer une équipe de chercheurs pour étudier et comprendre ces événements. Son équipe et lui-même devront tout faire pour empêcher ces portails nommés anomalies spatio-temporelles de réapparaître, et il essayera de retrouver son épouse Hélène, disparue 8 ans avant l'apparition de ces créatures et anomalies. Bref, c'est une série très bonne, un peu dans le délire d'un Legend of the Seeker, même si Legend of the Seeker est sorti un an après cette série, enfin la saison 1 de cette série, ou encore Legacy, mais là, Legacy est encore sorti très très longtemps après. Mais ce que j'aime bien, c'est tout ce délire où chaque épisode, voilà, tu fais avancer un fil rouge, mais en même temps, chaque épisode, t'as des nouvelles aventures et tout, avec des nouvelles créatures. Et je trouve ça super bien. Bref, Primeval, c'est une excellente série. On passe ensuite à ma série coréenne préférée, qui est Sweet Home, dont le résumé que voici: Cha Yeon-soo est solitaire et suicidaire depuis la mort de sa famille dans un accident. Il déménage dans un nouvel appartement d'une résidence plutôt tranquille. Très vite, il remarque d'étranges situations qui se produisent dans son immeuble. Les voisins se transmutent en monstres, comme d'autres résidents et des citadins. Il va tenter de survivre. Bref, on peut voir un extrait de la série dans le générique que j'ai créé, parce que franchement la série est géniale. Il n'y a pas beaucoup de défauts dans cette série, je trouve. Et en plus, Netflix l'a renouvelé pour une saison 2 et 3, en espérant qu'il reste sur la même qualité de série. Et ensuite, on va passer à la dernière, du coup, avec Community, qui est ma sitcom préférée. Donc les gens se battent pour savoir si c'est Friends ou Friends ou How I Met Your Mother, la meilleure sitcom. Moi, je choisis la troisième option. Ma petite préférée, c'est Community, qui est une très très bonne sitcom. Donc voici le synopsis. Community met en scène un groupe d'étudiants d'un community college, établissement d'enseignement supérieur américain souvent considéré comme inférieur à l'université, et qui accueille pour cette raison de nombreux élèves en difficulté, ainsi que des personnes souhaitant reprendre leurs études. Le personnage central est Jeff Winger, un ex-avocat à tendance manipulatrice qui doit récupérer son diplôme après avoir été exclu du barreau. Autour de lui gravitent 6 autres étudiants: Britta Perry, jeune femme un peu paumée; Abed Nadir, passionné de cinéma à l'allure toujours détachée; Troy Barnes, autrefois star de football américain au lycée, qui a perdu sa bourse d'études après une blessure; Pierce Hawthorne, qui a pratiqué un peu tous les métiers et a même été marié 7 fois; Shirley Bennett, ancienne mère au foyer, récemment divorcée et souhaitant retrouver du travail; et Annie Edison, tout juste exclue d'une université pour sa dépendance à la drogue, maintenant guérie. Au... Pardon. Au début, simple groupe d'études pour les cours d'espagnol délivrés par le tyrannique seigneur Chang, leur caractère souvent opposé et les interactions avec les personnalités un peu déjantées qui peuplent leur établissement, étudiants comme professeurs, les entraînent parfois dans des situations surréalistes. La série repose en partie sur de très nombreuses références plus ou moins appuyées et souvent parodiques à des films, des séries, des genres cinématographiques et la culture geek en général, utilisant souvent le méta-humour, donc de l'humour à propos de l'humour, ainsi que des procédés de narration non linéaires, épisode en huis clos, parodie de Law and Order, partie de Paintball, parodie de Paintball le film, épisode en 8 bits, histoire alternative du dé, épisode en pâte à modeler animé, et abattant parfois le quatrième mur. Bref, série qui, chaque épisode, comme je disais, a des références très différentes et qui vont des fois même être le propos, enfin pas le propos, mais la façon de faire le film, enfin l'épisode. Voilà, des fois des styles d'épisodes différents, comme je disais, en pâte à modeler, un épisode en mode dessin animé, un épisode en mode effectivement série policière, un épisode en mode où Abed est en train de tourner un documentaire. Bref, la série moi je la trouve drôle, touchante,
Les 3 premières saisons sont quand même les mieux, les 4, 5, 6 sont moins bonnes mais quand même bonnes, et on a enfin eu l'annonce de ce qu'on attendait depuis des années, depuis le temps que la série nous dit oui, Community c'est 6 saisons et un film, alors c'est les personnages qui disent ça, mais ça devient réalité, on a eu les 6 saisons et un film a été annoncé, la plupart des acteurs principaux ont partagé il y a 1 ou 2 mois sur leur compte Instagram le End Movies avec l'écriture très reconnaissable de Community. Et du coup, bah, c'est à la fois une énorme joie et une énorme peur de savoir ce qu'ils vont faire avec le film, même si c'est quelque chose qu'on sait qu'ils veulent faire depuis longtemps, donc on peut espérer quelque chose de quand même de bon pour Community. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire quelle est votre série télé préférée. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, également les autres vidéos des chaînes Anacalypsie. Et puis bah, sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao les Anacalypsiens.